Notre débat du jour, Jean-Luc Mélenchon lance sa tournée des facs après ses conférences de soutien aux Palestiniens annulées à Lille. Le leader des Insoumis qui dénonce une volonté de protéger un génocide à Gaza, alors que des plaintes sont déposées contre Rima Hassan ou Mathilde Panot pour l'apologie du terrorisme suite au communiqué d'LFI le 7 octobre qui avait, vous en souvenez, évoqué une offensive armée de forces palestiniennes et puis l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Alors parlons vrai, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un jeu dangereux en plaçant le conflit israélo-palestinien au cœur de la campagne des Européennes? Est-il en pré-campagne présidentielle avec sa tournée des facs? Il était d'ailleurs hier soir à Sciences Po Paris. La France insoumise et son fondateur seraient-ils capables de se rallier par exemple derrière François Ruffin qui, d'après un sondage fait par ses amis, le place mieux en cas de second tour face à Marine Le Pen? Mélenchon est-il encore le meilleur leader pour LFI? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parle évidemment avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Joseph Touvenel et notre invité Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Philippe Bilger, puisque c'était l'objet aussi de votre réquisitoire, on en parlera de François Ruffin, mais enfin il joue un jeu dangereux, Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors j'évoquais avant que Nicolas Corato arrive, peut-être de manière un petit peu légère, en comparant Jean-Luc Mélenchon avec François Ruffin, d'une certaine manière, ce qui s'était inscrit dans l'histoire de France entre François Mitterrand et Michel Rocard, l'un laissant l'autre parler, et puis le dominant parce qu'il avait beaucoup plus de génie politique. Mais ce qui me frappe, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à la fois... de mon point de vue, et je rejoins tout ce qu'a dit Françoise lors de plusieurs débats, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et il est clair qu'il cherche par ses outrances, sa parole, ses postures, à emmagasiner un électorat très précisément localisé et dont il ne faut pas minimiser l'importance. Ceux qui considèrent, et là je suis sans doute en désaccord avec Françoise, qui n'a rigoureusement aucune chance d'être présent au deuxième tour, peut-être sont trop optimistes. J'ajoute le deuxième élément qui justifie l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui-même est conscient du fait que pour la première fois, il a peut-être au sein de son parti des rivaux qui ne sont pas forcément médiocres et donc il doit faire attention à ne pas considérer que la cause est entendue. Françoise Degois. Déjà, la vraie question, c'est pas est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut diriger LFI, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut représenter la gauche? C'est ça la vraie question qui se pose dans une présidentielle, et la réponse bien sûr est non. Ça aurait pu après 2022 s'il avait fait les efforts. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, moi ça fait 30 ans que je le connais, vous connaissez mon appétit pour ses talents, mais en tout cas depuis le 7 octobre, ça n'est tout simplement plus possible. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui procède toujours de la même manière. Quand il peut gagner une élection, il est rassembleur. Il est extraordinairement rassembleur. On l'a vu lors des deux dernières présidentielles, 2017 et 2022. Quand il sait qu'il va perdre une élection, il retombe dans ce qu'il est, et c'est volontaire, clivant, provocateur, avec la double détente, je provoque, je me victimise, et je me propulse comme le principal opposant. La réalité, c'est que ça fait énormément de dégâts. On voit bien ce qu'il va chercher. La tournée des facs, il l'a pas commencé avant-hier. Ça fait des mois et des mois qu'il est en tournée. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de deux choses. C'est l'analyse de l'après-scrutin. Il a besoin du vote de la jeunesse, qui a été énorme, notamment en Seine-Saint-Denis pour lui à la présidentielle. Et il a besoin du vote des quartiers. Donc, qu'il prépare la présidentielle n'est pas un secret. Il l'a dit lors du meeting de lancement de Manon Aubry. Considérer ces européennes comme le premier tour. Là où je vois la limite, c'est que on va pas refaire 3 fois le même cirque. Ça a fonctionné une fois entre 2017 et 2022. On sent bien que l'acteur est fatigué. On sent bien que la gauche veut sortir de l'emprise Mélenchon. Elle aurait pas voulu sortir s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu avant. Il n'y a pas eu que le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le paroxysme d'un délitement du comportement de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. C'est-à-dire, il y a eu les émeutes avec très peu de condamnation des violences. Il y a eu l'invitation de Médis aux universités d'été. Médis
Poutine. Voilà, les Verts l'ont fait aussi. Hein. Peut-être, mais ils l'ont fait, mais je suis d'accord avec vous. Mais sur Mélenchon, vous avez quand même un package qui se finit, et les Verts, ils sont impeccables le 7 octobre. Je suis désolé, le communiqué des Verts, il est remarquable, il est normal, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc pour moi, ces outrances l'ont coupé définitivement de ce qui pourrait être un cœur de la gauche. Et bien sûr que la gauche va n'avoir de cesse que de lui trouver un remplaçant. Et s'il n'y a pas de remplaçant, eh bien ça ne sera pas la gauche, tout simplement. Joseph Touvenel. Mélenchon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vieillit mal. Comme tous les leaders maximaux. C'est-à-dire que tout doit tourner autour d'eux. Et plus on vieillit, comme alors si on sent le pouvoir qui s'éloigne, c'est encore pire. Il a besoin de sentir son ego flatté, parce qu'il a un ego considérable. Il y a qu'à voir, alors c'est un bon orateur, mais il y a qu'à voir comment il se déplace, sa phraséologie, comment il regarde, etc. Mais comme tous les leaders politiques, Joseph, t'es pas d'accord? Mais parfois, ça mais c'est à dessein qu'il le fait. Ma personne est sacrée. Il n'y a pas beaucoup de leaders politiques qui disent ça. La République, c'est moi. Non, mais ça c'est par rapport, bien sûr, des tonnes qui ont hurlé comme ça. Par rapport à la République, bien sûr. J'en connais pas des tonnes qui ont hurlé comme ça parce que la police faisait son travail. La République, c'est moi. Faisait son travail. Vous imaginez, la République, c'est moi. Oui, c'est l'ego surdimensionné de ce personnage. Non, mais c'est ce qui fait que quand il sent le pouvoir qui s'éloigne, parce que comme il n'est pas totalement idiot encore, il sent très bien qu'il a de moins en moins de chance. Rassembler, il pourra plus comme il l'a fait. Mais je pense pas qu'il cherche à le faire. Il cherche à fédérer ce qu'il a déjà convaincu. Non, il refait le socle. C'est ce que dit son proche. Il cherche à survivre. C'est ce que j'ai dit. Il fédère le socle pour pouvoir se réélancer en 2027. En fait, ce qui est mieux, c'est que des hommes autour d'une table avec un micro, parce que dès qu'il y a une femme, elle coupe la parole. C'était normal. C'est 5000 ans que vous nous faites chier, vous coupez la parole et tout le reste. Je suis solidaire de François. Voilà, c'est ça nous fait les pieds un peu, ça nous fait les pieds. Il y en a marre de vos Allez-y, concluez et on va voir avec Nicolas Corato. Voilà, je vais voir si ça réagissait, c'est bien ça. Bien sûr, vous êtes un vrai réal, mais comme on les aime. Et quand il sent le pouvoir qui s'éloigne, eh bien de plus en plus, il a qu'un objectif, c'est fidéliser un électorat, n'importe lequel, avec toutes les outrances, même si c'est le pire électorat, quand il fidélise en banalisant les exactions du Hamas. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Vous voulez réagir? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà, c'était la question qu'on posait, qu'il est encore le leader naturel de LFI, ou que, par exemple, Ruffin ferait mieux l'affaire que lui? Mais écoutez, tout porte à croire que Jean-Luc Mélenchon est toujours le leader maximo, dirait votre invité. Je reprends pas cette expression de LFI, et je rejoins Françoise Degois, c'est pas la question. Il est, pour l'instant, et il va rester le plus longtemps possible, on peut lui faire confiance, le leader de LFI. La question, c'est quel est l'avenir de la gauche avec ou sans LFI, et donc avec ou sans Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que la gauche peut se reconsolider, se repositionner sans LFI, tant que LFI reste le bastion de Jean-Luc Mélenchon, qui, tel un forcené, s'est retranché derrière ses bases, derrière son socle, et compte bien finalement appliquer cette vieille maxime, c'est avec ou sans moi, et si c'est sans moi, c'est après moi le déluge. Donc il y a effectivement une stratégie du pire chez Mélenchon, qui n'est pas non plus une stratégie complètement irrationnelle, qui lui a réussi par le passé. Je précise que Jean-Luc Mélenchon est le seul homme politique de gauche qui, ces 15 dernières années, a réussi à construire quelque chose à gauche. Donc, il ne faut pas le décrire nécessairement comme un nihiliste, mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire exploser ce qu'il a construit. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est à gauche un peu ce que la gauche a connu de meilleur comme de pire ces 10 dernières années. Et c'est bien tout le paradoxe et toute la difficulté qu'il y a à gérer, non pas son après, mais son avec, parce que il n'est pas parti, il est loin d'être parti. Philippe Bilger. Nicolas, est-ce que, outre ce qui peut se passer au sein de LFI avec peut-être l'ambition jusqu'au bout de François Ruffin, est-ce que si Glucksmann, par exemple, obtenait un très bon score aux européennes, est-ce que vous pensez qu'il pourrait rentrer dans un jeu où Jean-Luc Mélenchon devrait un petit peu compter sur lui pour ses ambitions suprêmes? Vous savez, à gauche, il y a une vieille danse, c'est la danse de l'hégémonie. C'est-à-dire qu'on cherche toujours quel est le parti hégémonique. Alors, pendant des années, ça a été le Parti socialiste qui en a usé et abusé. Et depuis quelque temps, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, de toute façon, rejoue une vieille danse et une chanson socialiste qui, de nouveau, reprend le bâton de l'hégémonie.
il faut, je ne sais pas si vous avez entendu Olivier Faure ces derniers jours, mais Olivier Faure est quasiment en train de se projeter dans une nouvelle ère hégémonique du Parti socialiste, puisqu'il anticipe un très bon résultat de M. Glucksmann. Donc c'est moins la question de Raphaël Glucksmann qui se pose que de celle du retour et du rôle éventuellement futur du Parti socialiste à gauche qui pourrait de nouveau excusez-moi Nicolas Corato, qu'est-ce que serait, je vous coupe parce que vous avez dit une chose intéressante, qu'est-ce que serait un bon score pour Raphaël Glucksmann au point de pouvoir déranger LFI? Alors, je pense qu'à premier niveau, le bon score, c'est d'être devant Madame Hayet, devant le Parti Renaissance. C'est ça un bon score pour le Parti socialiste. Vous savez, on a des ambitions modestes en ce moment à gauche. Faut pas non plus, on vise pas les 25%. Mais le bon score, ce serait d'être devant le parti présidentiel. Le bon score, c'est d'être le deuxième parti. Et puis le bon score, c'est peut-être aussi d'espérer que finalement les sondeurs anticipe un trop bon résultat pour Monsieur Bardella. Et finalement, si tout le monde se tassait et que le Parti socialiste était deuxième dans la course, je pense que ça pourrait rebattre les cartes, en tout cas dans la manière dont Olivier Faure imagine son parti à gauche. Mais ça n'enlève pas l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui, je le rappelle, est l'homme qui est passé à 1 point du second tour des présidentielles, l'homme qui a fait le succès de la NUPES, et l'homme vers qui aujourd'hui se concentre l'intégralité des réseaux d'influence à gauche. Françoise Degois. Donc on a vraiment du mal à sortir de ce système. Oui, alors moi je mets plein de bémols avec vous Nicolas, d'abord parce que je ne crois pas du tout au croisement des courbes. Je sais que c'est un fantasme généralisé du troisième homme chez tous les sondeurs. Les courbes devaient se croiser entre Bayrou et Ségolène, les courbes devaient se croiser, elles se croisent assez rarement. Je trouve que vous mettez la barre très haut. Si Raphaël Glucksmann passait devant Valérie Héguet, ce serait exceptionnel. Je pense que moi, un bon score de Glucksmann, c'est entre 12 et 14. Je peux vous assurer que si Raphaël Glucksmann fait 14 le 9 juin au soir, avec LFI à 7, avec les Verts à 7, ce sera un immense résultat. Il faut voir d'où vient le Parti Socialiste. Il vient de 6% en 2019. Il vient de 1,5% à la 1,75 avec Anne Hidalgo, 400 000 voix avec Anne Hidalgo à la présidentielle. Je ne sais pas si vous réalisez que de toute façon, de facto, si Raphaël Glucksmann fait entre 13 et 14 le 9 juin, il sera de facto, qu'il le veuille ou pas, l'homme qui aura sauvé la gauche. Après, est-ce que Raphaël Glucksmann peut se lancer dans l'aventure présidentielle? L'appétit venant en mangeant, il a beau jurer ses grands dieux qu'il ne le fera pas. Après, moi, je pense pas que ce soit le candidat pour la gauche. Je pense que Ruffin, c'est très intéressant. Moi, je suis pas fan de Ruffin, mais c'est très intéressant de voir comment Ruffin construit tout ce qu'il est depuis des années. Cette façon de faire la politique autrement, c'est lié aussi à sa personnalité, qui est parfois un peu triste. Qu'est-ce que vous lui reprochez d'ailleurs? Moi, je lui reproche rien. Je dis simplement vous êtes pas fan? Non, mais je dis simplement qu'un combat présidentiel, c'est une marche terrible. Est-ce qu'il est suffisamment méchant? Je vais jusque là. Est-ce qu'il est suffisamment impitoyable pour mener ce combat-là? Donc, je suis pas d'accord avec Nicolas. Je suis souvent d'accord avec lui. Je ne suis pas d'abord. Je pense que Mélenchon, le parti se renforçant, s'épurant, vieille maxime trotskiste. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce que vous dites, est de plus en plus rétréci et de plus en plus asséché. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, un très bon score pour le PS, ce serait 14%. Joseph, avant d'interroger notre auditeur. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on parle d'étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche aujourd'hui? Plein de choses. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent de la droite. Ces gens, oui, mais comme je ne sais pas non plus ce que veut dire la droite. Il faut vous écouter, on voit à peu près ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Ce qui est intéressant, François, ce que je veux dire, c'est écouter. Oui, il faut savoir écouter. François, écoutez. Ce n'est pas parce que je parle que j'écoute pas, mon cher vieux. C'est ça. C'est une différence qu'il va falloir que vous appreniez. Écoutez, parfois il faut apprendre à écouter. Non, mais j'écoute et j'interromps quand ça me paraît débile. Je crois que pour la majorité des Français, en tout cas le bon peuple, celui qui est pas dans les élites parisiennes qui phosphorent, qui réfléchissent, ça n'a plus de sens. Ce qu'ils peuvent attendre, c'est des actions sociales, c'est-à-dire de défendre l'emploi, de défendre tous les salariés, de défendre la sécurité. Et le terme de gauche, droite, etc. ne sont que des étiquettes et les gens vont choisir. D'ailleurs, je crois pas. Par exemple, quand on regarde le résultat de Bardella, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un basculement énorme de la France à l'extrême droite? Bien sûr. Non. De la droite dure, bien sûr. Ça veut dire que les gens ressentent un besoin de sécurité, un besoin de vérité dans les propos et que Bardella leur apporte. Notre auditeur, Julien, aimerait réagir. Julien. Oui, bonjour. On vous écoute.
Rebonjour. Oui. Oui, donc moi je pense qu'effectivement c'est un peu le propre de l'ego des hommes politiques, c'est qu'ils arrivent à un moment donné, ils sont usés par la politique et ils ne voient plus la réalité du terrain. Aujourd'hui, si tout le monde suit la gauche, c'est pas anecdotique. Hein. La mort de la gauche, pour moi, elle a commencé vraiment sous le PS avec Macron quand il était ministre de l'économie. Des finances. C'est lui qui a ruiné le PS. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais issu Valls aussi a ruiné le PS. C'est les lois travail qui ont commencé comme ça, hein, vraiment, je pense. Mais moi, j'ai le souvenir petit d'avoir été visiter Solferino à la grande époque. C'était immense, c'était merveilleux. Je me perdais dans les couloirs. C'était magnifique, c'était vraiment une période, et j'ai adoré le PS à cette époque-là. Et aujourd'hui, je me reconnais plus dans la gauche. En fait, il y a eu un basculement, une rupture qui fait qu'aujourd'hui, pour en venir vraiment au fond, je pense que effectivement, Ruffin serait beaucoup mieux pour représenter la gauche aujourd'hui que Mélenchon. Mais il y en a plein d'autres dont on parle pas, mais qui présentent bien, qui parlent bien, qui ont une prestance. Je pense à David Guiraud, à Hugo Bernardis, Antoine Léaumont. Il y en a beaucoup. Chez les Insoumis. Mine de rien. Chez les Insoumis, bien sûr, je parle de chez les Insoumis. Oui. Mais voilà, tant qu'on rajeunira pas tout ça, c'est le problème de beaucoup de partis politiques. Hein. C'est exactement la même chose qui fait que Asselineau ne décolle pas. C'est qu'Asselineau n'a pas compris que c'est les temps qui tournent la page, qui passe à autre chose, qui passe le relais. C'est lui le frein aujourd'hui. Les idées sont bonnes, mais le représentant est mauvais. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui vote plus pour le représentant que pour l'idée derrière. Julien, restez avec nous, parce qu'il y a le qui c'est qui l'a dit dans quelques instants, mais l'incarnation, surtout depuis 65 et l'élection du président de la République au suffrage universel direct, est-ce que c'est pas le problème numéro 1 pour tout parti politique qui veut avoir un candidat à la présidentielle? Nicolas Corato. Bien sûr, c'est un problème central. Jean-Luc Mélenchon, il a cet avantage d'avoir réglé deux sujets. Il est à la fois un programme et un personnage à lui tout seul. Donc il incarne et il dit, et il professe, ce qui est quand même assez rare. C'est une machine à penser qui sait s'entourer, par ailleurs. Et c'est une machine à penser, c'est une machine à incarner ce qu'il pense. C'est quasiment unique sur l'échiquier politique. Il y avait Mitterrand était comme lui. Voilà, François Mitterrand. Qui est son modèle absolu en termes de personnalité politique française. Donc, ce positionnement-là lui est excessivement favorable et explique pourquoi, alors qu'il a autour de lui des jeunes plutôt très talentueux, ceux-ci n'arrivent pas finalement à tuer le père, entre guillemets. Clémentine Autain a essayé, on voit à quel point elle a dû rentrer dans le rang. On a vu ses plus proches, messieurs Corbière et Garrido, essuyer les plâtres. Et puis aujourd'hui, finalement, vous parlez de Ruffin. Monsieur Corbière et Madame Garrido. Hein. Je vous ai dit messieurs Corbière et Garrido. Oui, mais parce que j'avais cru comprendre qu'au XXe siècle, c'est pour votre invité de ni gauche ni droite, le masculin l'emportait encore sur le féminin. Il est bon, Corato, il est bon. Oui, c'est vrai, c'est jusqu'à la fin des temps pour Joseph Toul. Ça, c'est très gauche-droite, vous voyez, monsieur. Et puis, vous parlez de Ruffin, mais en parler autant, peut-être que les médias en parlent aujourd'hui, c'est d'une certaine manière le condamner aussi un petit peu dans cette forme de secte qui est devenue LFI, où finalement, plus les têtes sortent, plus elles sont coupées nettes. C'est effectivement rentre dans le rang. Ça sera compliqué de couper la tête de Ruffin, Nicolas. Honnêtement, Ruffin, il a fait une construction il est malin. Il a fait une construction très parallèle. Il ne critique jamais Mélenchon, mais il a toujours le pas de côté par rapport à lui. Pardon. Mais ce sera encore plus dur de couper la tête de Mélenchon. Ouais, il a peur. Oui. Bon, on va en tout cas, écoutez, la suite nous le dira. Il va se passer encore, l'eau va couler sous les ponts, comme on dit. Et il nous reste un peu moins de 3 ans pour la présidentielle. Enfin, si, dans 3 ans, ce sera pile le premier tour de la présidentielle, à quelques jours près. Et oui, mais les européennes par rapport à la présidentielle, enfin, c'est les européennes, mais là, on sent qu'il y a déjà, on place les pions. C'est un tour de chauffe, voilà. Pas sûr que les Français, ça soit leur première préoccupation. Mais non, détrompez-vous, vous avez vu, le taux de participation est à 45-46, c'est beaucoup par rapport au scrutin. C'est un bon taux de participation. Déjà, Alors, dans quelques instants, le quiz de l'actu, on se retrouve avec les vraies voix. Merci à Nicolas Corato. Sud Radio.